Les partis d'extrême droite pro-xénophobes progressent partout en Europe. Ces partis pourraient être les grands bénéficiaires des élections européennes du mois de juin. Sondage après sondage, élection après élection, l'extrême droite gagne du terrain dans plusieurs pays européens. On retrouve Benjamin Biard, spécialiste de l'extrême droite, chercheur en sciences politiques à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Bonjour. À un mois environ Bonjour. des élections européennes, les sondages montrent une avancée importante de l'extrême droite dans plusieurs pays européens, dont la France. Comment expliquer cette progression? Il y a plusieurs facteurs. On peut parler de la France, la Belgique, particulièrement en Flandre, est également dans cette configuration. Il y a plusieurs éléments. Il y a un élément d'abord d'ordre idéologique. On sait que dans plusieurs pays, la préoccupation, dans plusieurs régions, la première préoccupation peut être l'immigration. Par exemple, en Flandre, la première préoccupation des électrices et des électeurs à l'approche des élections de juin prochain, c'est l'immigration. Il n'y a pas que cela, il y a aussi des éléments de nature plutôt protestataire, je dirais. On a un ensemble d'électrices et d'électeurs qui se tournent vers ce type de formation, pas parce qu'elles défendent un programme idéologique bien particulier basé sur l'immigration et la sécurité, mais parce qu'il s'agit de formations contestataires, anti-establishment, qui entendent canaliser finalement une certaine forme de ras-le-bol démocratique qui s'exerce ou qui s'exprime en tout cas de plus en plus dans nos sociétés contemporaines. Et est-ce que ce nationalisme exacerbé n'est pas non plus une conséquence de la mondialisation mal régulée? C'est effectivement un élément. En tout cas, on voit très bien que les partis d'extrême droite jouent sur cette question de la mondialisation. Récemment, un peu partout en Europe, des manifestations rassemblant les agriculteurs également, mais qui finalement est mobilisée aussi, notamment par Jordan Bardella en France, par exemple, qui entendent prendre acte de cette colère exprimée par ce segment de la population, par exemple, en pointant quelques solutions, notamment liées à cette mondialisation, en revenant sur des éléments simples, comme par exemple l'importation depuis l'étranger de produits qui ne respectent même pas les mêmes normes que celles en vigueur au sein de l'Union européenne. Évidemment, ça fait mouche auprès d'un certain nombre de citoyens. Et ça explique également en partie la popularité de Donald Trump aux États-Unis. En France, une partie du succès s'explique par la banalisation. Comment analyser la résurgence de l'extrême droite en Espagne et au Portugal, qui ont connu respectivement la dictature de Franco et de Salazar? Je pense que ce sont des cas différents. Toujours est-il que l'Espagne et le Portugal, au même titre, je crois, que l'Allemagne, sont des cas intéressants parce que pendant des années, des décennies en réalité, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, depuis la fin de la dictature en Espagne et au Portugal, depuis 50 ans désormais au Portugal, on a eu l'impression qu'il y avait une forme d'immunité naturelle au sein de ces pays face à l'extrême droite. Aucun parti d'extrême droite ne parvenait à s'imposer, à intégrer des institutions même parlementaires pour exercer une influence. Et on voit depuis une petite dizaine d'années en Allemagne et en Espagne, depuis très peu de temps finalement au Portugal, depuis 2019, avec une accélération ces derniers mois, que malgré tout, eh bien non, il n'y a pas d'immunité naturelle face à l'extrême droite et qu'elle est en capacité, avec l'AfD en Allemagne, avec Vox en Espagne, avec Chega au Portugal, d'engranger des résultats assez significatifs et surtout dans un laps de temps extrêmement court. Mais le plus étonnant quand même, c'est cette poussée de l'AfD en Allemagne, dont certains membres sont ouvertement néo-nazis. Oui, on a une formation finalement qui va un peu à contre-courant, me semble-t-il, d'autres partis d'extrême droite en Europe. Vous l'avez rappelé, le RN, par exemple, est marqué par cette stratégie de dédiabolisation assez poussée depuis janvier 2011 et le congrès de Tours qui a vu Marine Le Pen succéder à son père assez précisément, qui entend rendre le parti plus respectable. En Allemagne, on voit qu'on a une stratégie finalement, je ne sais même pas si d'ailleurs c'est une question de stratégie, mais une dynamique assez inverse, c'est-à-dire une formation créée en 2013 qui se présente d'abord comme un parti eurosceptique rassemblant des universitaires notamment et qui petit à petit va vers davantage de radicalisation. C'est aujourd'hui un parti qui va jusqu'à inquiéter les services de renseignement et de sécurité, ce qui n'est pas anodin puisque ce n'est pas simplement les valeurs portées par ce parti qui inquiètent ces services, mais surtout leur capacité finalement potentiellement de nuire à la démocratie. Et le RN qui fait partie du même groupe que l'AfD au sein de l'ID, Identité et démocratie au Parlement européen. L'AfD progresse, mais notamment en Allemagne de l'Est. Pourquoi? Alors c'est même d'abord en Allemagne de l'Est que l'AfD s'est principalement développée. On voit aujourd'hui que ce développement ne se cantonne plus à l'Est, mais s'élargit bien au-delà. Bon, il y a plusieurs raisons, j'en ai déjà évoqué un ou l'autre élément, qui sont aussi valables dans ce cas bien précis, ces questions de ras-le-bol
démocratique d'une certaine manière. Le développement socio-économique peut aussi être corrélé à ce type de vote. On sait que c'est un électorat généralement qui dispose d'un plus faible capital socio-économique, qui se tourne vers des formations de type extrême droite. Je ne veux pas dire uniquement, mais on voit que proportionnellement parlant, c'est une donnée qu'on peut retrouver et qui peut notamment permettre d'expliquer le développement de l'extrême droite selon les régions, par exemple en Allemagne. Alors en Italie, le discours et les actes de Giorgia Meloni, eux, ont changé depuis qu'elle est arrivée au pouvoir, notamment sur l'immigration et la guerre en Ukraine. Quelle est aujourd'hui sa place, d'après vous, dans le panel des extrêmes droites européennes? Alors, elle a une place particulière, puisque contrairement aux différents partis dont on a déjà parlé, le Rassemblement national en France, le Vlaams Belang en Belgique, l'AfD en Allemagne ou Vox en Espagne, ce n'est pas le parti de Giorgia Meloni, une formation qui participe à la même dynamique au niveau européen. Elle ne participe pas au groupe politique Identité et démocratie, elle participe plutôt, et d'ailleurs Giorgia Meloni en est une fière représentante, du groupe des conservateurs et réformistes européens, un autre groupe. Je pense que Giorgia Meloni est à la tête d'un parti d'extrême droite, au même titre que d'autres dont on a déjà parlé, mais néanmoins, on voit qu'ils ne sont pas nécessairement rassemblés au niveau européen. C'est évidemment un élément important. Alors, vous soulignez cette différence entre les paroles et les actes. Je dirais qu'il y a quand même, en réalité, quelques mesures qui ont été, un certain nombre de mesures adoptées par Giorgia Meloni, notamment en matière migratoire et dans sa volonté de lutter contre l'activité des navires humanitaires en mer Méditerranée, précisément depuis qu'elle a accédé au pouvoir à l'automne 2022. Par contre, on voit qu'elle n'a pas non plus toute la capacité pour avancer dans la direction souhaitée et que contrairement à ce qu'elle avait annoncé, l'immigration ne se réduit pas, l'immigration illégale ne se réduit pas non plus. On voit plutôt d'ailleurs une tendance à la hausse, ce qui pour autant n'entame pas sa popularité. Giorgia Meloni reste la personnalité politique italienne la plus populaire en Italie, et sa formation reste à près de 30% en termes d'intention de vote, un tout petit peu moins. On voit que c'est effectivement un résultat assez important, même si ça fait déjà un peu plus d'un an qu'elle exerce aujourd'hui le pouvoir. Et elle a rompu les liens de l'extrême droite italienne avec le régime de Vladimir Poutine? Alors c'est une question bien spécifique. On voit que l'extrême droite à travers l'Europe peut entretenir des relations de proximité avec le régime russe. Alors c'était surtout le cas avant la guerre en Ukraine. On voit qu'il n'y a pas de cohérence globale au sein de l'extrême droite avec ces régimes. Pour ce qui concerne Giorgia Meloni, on a vu quand même une certaine évolution dans ses positionnements géopolitiques internationaux également, et vraisemblablement son positionnement reste celui qu'elle avait déjà adopté pendant la campagne de 2022, c'est-à-dire un positionnement qui vise à soutenir les sanctions adoptées contre la Russie et à appeler à soutenir l'Ukraine dans cette guerre d'agression, ce qui n'est pas le positionnement de la plupart des autres partis d'extrême droite en Europe. Et est-ce que vous pensez que cette percée finalement de l'extrême droite menace réellement l'existence de l'Europe? Alors, la question peut être posée et répondue à travers différents angles. La première question, c'est est-ce que l'extrême droite menace la démocratie en tant que régime politique? Dans certains cas, c'est effectivement, on peut y répondre par la positive. Certaines organisations d'extrême droite menacent plus fondamentalement, finalement, ce régime par rapport par exemple, au rapport désinhibé à la violence qu'ils entretiennent, mais ce n'est pas l'essentiel des partis d'extrême droite aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle souvent de populisme de droite radicale pour les qualifier d'ailleurs. Ce sont surtout des organisations qui mettent sous tension les valeurs, les principes qui caractérisent nos démocraties contemporaines, démocraties dites libérales. L'équilibre des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire, des médias également, et les droits accordés à toute une série de minorités, plus largement même les droits humains par exemple. Et puis, plus spécifiquement pour ce qui concerne l'Union européenne, ce qui est intéressant à analyser, c'est que ce sont des formations pour l'essentiel qui entretiennent un rapport assez délicat avec l'Union européenne, soit en tant que formation eurosceptique, voire ouvertement europhobe. Alors, Giorgia Meloni et Fratelli d'Italia ont fait évoluer leur discours à travers le temps pour ce qui concerne le rapport à l'Union européenne. Elle a d'ailleurs désigné une personnalité particulièrement en vue à cet égard au poste de ministre des Affaires étrangères, M. Tajani, lorsque elle a accédé au pouvoir de manière à rassurer, parce que diriger un gouvernement, eh bien, c'est aussi de la réelle politique, c'est aussi la nécessité de pouvoir rassurer certains partenaires européens, parce que, par exemple, il y a des fonds en termes de plan de relance à aller rechercher. On sait que l'Italie était un des grands bénéficiaires de ce plan. Merci infiniment, Benjamin Biard, pour votre analyse en direct.